Bien, bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis un médecin, psychiatre, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je pratique la psychiatrie. Je suis catholique pratiquant. Dans toute ma carrière, il y a 2 ans, un de mes collègues m'a demandé d'évaluer une dame pour un cas possible de possession. C'était la première fois et mon collègue donc était très mal à l'aise avec le cas, puis il savait que comme j'étais pratiquant, que ce serait plus facile pour moi d'évaluer cette personne. Et bien entendu, il fallait que j'évalue au niveau psychiatrique. Et je dois dire que j'ai été troublé parce que, de fait, je n'ai pas décelé de maladie mentale chez la personne et j'ai entendu une histoire que je n'avais jamais entendue. Cela dit, dans mon travail, vous comprendrez que, voyant des malades mentaux, fréquemment, j'ai vu des gens qui se pensaient l'objet de la persécution du démon. Et franchement, même si je ne suis pas du tout un spécialiste, je n'ai jamais été troublé, parce que toutes les personnes que j'ai vues souffraient d'un délire. Toutes celles qui m'en ont parlé souffraient d'un délire qui nécessitait un traitement. Alors donc, j'ai lu le livre du Père Fropeau, que je suis content de voir. Je l'ai lu rapidement, je l'ai reçu il y a peut-être 2 semaines. Je l'ai lu en entier, mais rapidement. Cela dit, pour tous ceux qui sont intéressés par le domaine, j'ai été frappé par plusieurs choses. Premièrement, on voit que le Père Fropeau est un homme de terrain, est un homme honnête intellectuellement, et qui a vu beaucoup de personnes, les connaît bien aussi. Les histoires de cas sont très précises, sont très, illustrent bien la rencontre élaborée qu'il a faite avec elle. Cela dit, il y a 2 pages qui m'ont frappé, même s'il y en aura sûrement d'autres qui sont dignes de mention, mais la première, c'est le chapitre 23, la page 96, où le Père Fropeau parle de 4 critères précis pour avoir la puce à l'oreille, à savoir est-ce qu'il y a un trouble mental. Et c'était une excellente synthèse. Je vous invite à regarder cette page et à l'étudier parce que de fait, ce sont des critères généraux pour reconnaître que quelqu'un souffre d'un trouble mental. Alors, cette page est digne de mention. Ensuite, page 96, oui, c'était la question 23. La 23, quand peut-on parler de troubles mentaux ou psychiques? L'autre, c'est une phrase seulement, et c'est la question 69. Qu'y a-t-il de plus difficile dans le ministère du prêtre exorciste? C'est sans nul doute le discernement. Et ça, c'est la phrase qui m'a le plus frappé du livre. Même encore une fois, si je ne suis pas au courant, si je me place dans mon rôle de psychiatre, c'est le discernement qui est le plus important. Le jugement clinique pour moi, pour discerner si une personne est malade ou pas, s'il requiert des services, mes services. Et pour le médecin psychiatre, comment obtenir le discernement? Au fond, c'est d'avoir le maximum de connaissances et le maximum d'expérience, à savoir, c'est une espèce d'accrétion de toutes les expériences cliniques que l'on a connues, en plus de connaissances que l'on a pu acquérir, qui, quant à moi, pour le médecin, à tout le moins, permettent d'obtenir un discernement éclairé, le plus éclairé possible. Comme je vous ai dit, j'ai vu plusieurs personnes qui se croyaient possédées du démon ou qui se faisaient persécuter par le démon, et la plupart du temps, ces personnes-là souffraient de schizophrénie, donc d'une maladie mentale grave, au fond la maladie mentale la plus grave. Alors, à la veille de mon dernier examen pour
obtenir mon certificat de psychiatre, j'ai été à l'oratoire. Et en rentrant à l'oratoire, juste avant de rentrer, vous savez, il y a une espèce de petite porte là, et il y a une espèce de une espèce de cagibi. Et c'est juste avant de rentrer, je vois un monsieur qui quêtait. Je le regarde. Ah, j'ai dit, c'est un schizophrène. Quelqu'un qui souffre de schizophrène. En le voyant, là, bon, je donne quelque chose ici. Et l'examen, c'est de voir un malade, puis de faire le diagnostic, puis de parler à notre examinateur. Alors, je me dis, c'est un schizophrène. Si c'était un schizophrène que j'avais comme patient, ça me permettrait de passer, je dirais pas facilement, mais ça me faciliterait la tâche. Alors, pourquoi je vous raconte cette anecdote-là? C'est parce que c'est pas pour rien que j'ai vu un schizophrène ce jour-là, dans le sens que, bien sûr que c'est un hasard, mais le point est que la schizophrénie est une maladie qui est fréquente, probablement qui est de l'ordre d'environ 0,5% de la population. Il y a des estimés qui parlent d'1%, mais c'est probablement plus 0,5% de la population. C'est beaucoup, c'est une personne sur 200. Prenons la population du Québec de 8 millions, ça veut dire qu'il y a combien de personnes souffrant de schizophrénie? 40 000, c'est beaucoup. Hein? Alors, si quelqu'un croit que le diable est à l'intérieur d'elle, et moi, encore une fois, je l'ai entendu souvent, dans le contexte actuel, si on voit, on est dans le noir, parce qu'au début, bien entendu, on doit voir si c'est réel ou pas. Quand on est dans le noir et qu'on voit une forme équine, une forme de cheval, ça doit être, il y a plus de chances que ce soit un cheval qu'un zèbre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça a plus de chances d'être quelqu'un souffrant d'une maladie mentale que de quelqu'un qui souffre vraiment d'une possession sans souffrir de maladie mentale. Alors, donc, encore une fois, je vous rappelle, j'ai vu une fois quelqu'un pour lequel vraiment il n'y avait pas de maladie. J'ai vu beaucoup de patients. Vous comprendrez que le médecin voit beaucoup de patients. J'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique une quinzaine d'années. Je travaille dans un hôpital général depuis 7 ans. J'ai travaillé dans des pénitenciers pendant une quinzaine d'années. Je n'ai vu du monde. Cela dit, je mets une réserve sur le fait que, bien sûr, je n'ai pas le rôle de prêtre. Donc, on ne m'a pas demandé de vérifier si c'était vraiment le démon. Alors donc, revenons à la schizophrénie, parce que c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est la pathologie psychiatrique qui est le plus susceptible d'amener le ou la malade à penser que le démon est présent en elle, et d'une façon pathologique, dans le sens que c'est la manifestation d'une pathologie, et non pas une possession réelle. Pourquoi je peux dire cela? C'est que si la personne est adéquatement traitée, la conviction va s'étioler, va probablement s'en aller, pas parce qu'il y aura eu un exorcisme de fait, mais parce qu'il y a eu un traitement appliqué de façon adéquate. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les malades qui pensent qu'ils sont possédés du démon vont être aidés par un traitement adéquat. Alors donc, revenons à ce syndrome, parce que ce syndrome-là est un syndrome très complexe, mais qui peut être décelé par tout un chacun si on a suffisamment de connaissances. Bien entendu, si on en a vu plus, on a plus de chances de le déceler. C'est pas pour rien, quand j'étais à l'oratoire, j'ai dit, tiens, schizophrène que je vois, ça m'a pris une dixième de seconde. Pourquoi? Parce que je n'avais vu, je n'ai pas un pouvoir extrasensoriel, c'est parce que je n'ai vu beaucoup, et c'est pas seulement dans la verbalisation ou dans l'élaboration des symptômes, je n'ai pas parlé à la personne. C'est par l'aspect de la personne, puis c'était clair et net et précis pour moi que la personne souffrait de schizophrénie. Cela dit, c'est pas toujours aussi simple que ça. Si ça l'était, on n'aurait pas besoin de psychiatre. Hein? Alors donc, revenons à la maladie que je vais détailler avec vous ce soir pour vous aider à avoir la puce à l'oreille. Simplement ça. C'est mon but ce soir, pas d'autre but. Alors donc, la schizophrénie, c'est un syndrome qui est présent
dans tous les pays et qui a été présent vraiment dans toutes les époques et qui est mieux connu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez que la psychiatrie est devenue plus consensuelle, à savoir que la psychiatrie est essentiellement américaine parce qu'il y a eu une évolution, à savoir que, compte tenu qu'il y avait une absence de consensus, les psychiatres américains ont tenté d'homogénéiser la façon de diagnostiquer les malades. Et ça fait en sorte que ce qu'on appelle la schizophrénie est un syndrome qu'on diagnostique avec assez de facilité avec des outils diagnostiques que l'on connaît. Et les outils, quels sont-ils? C'est l'entrevue avec le malade et encore une fois, les connaissances que l'on a de la maladie. Cette maladie-là a été décrite par bien des médecins à toutes les époques, mais d'une façon beaucoup plus précise par deux médecins européens. Le premier s'appelle Emil Kraepelin, c'est un médecin allemand qui, à la fin du 19e siècle, en 1896, a déterminé que certains malades souffrant de délire, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité, qu'une proportion de ces malades-là se détériorait avec le temps, alors que d'autres patients pouvaient souffrir d'une condition similaire et ne se détérioraient pas. Il n'y avait pas de détérioration. Et donc, ceux qui se détérioraient, il les a appelés des déments précoces. Et c'était, jusqu'à preuve du contraire, la plupart étaient des schizophrènes, souffraient de schizophrénie. Alors, donc, c'est par l'évolution de symptômes persistants qu'on a pu déterminer que cette maladie-là était la schizophrénie. Elle ne s'appelait pas encore la schizophrénie parce que le terme a été créé par le deuxième psychiatre qui s'appelle Eugène Bleuler, un psychiatre suisse, qui lui a créé le mot en 1911 et qui lui a examiné d'une façon beaucoup plus fine le tableau clinique de ces malades d'une façon, une photographie plus exacte. Kraepelin a pris non pas une photographie, mais a fait un film sur les malades, parce que rappelons-nous qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement pharmacologique comme on en a aujourd'hui. Donc, la maladie était beaucoup plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de traitement, et ces patients-là, où étaient-ils? Ils étaient enfermés. Parce que si on n'avait pas de traitement pharmacologique pour cette maladie-là, il est clair qu'on aurait encore nos asiles. Aujourd'hui, les patients souffrant de cette maladie-là ne vivent pas dans des hôpitaux. La plupart, 99,5%, vivent dans la communauté. C'est pour ça aussi que vous êtes susceptible de les rencontrer dans la communauté. Alors donc, Bleuler a créé le mot et il a aussi fait une photographie meilleure. Et pourquoi il a appelé ça la schizophrénie? Parce que le mot le dit, schizophrénie, c'est une dissociation de l'esprit. Alors donc, une espèce de désintégration des fonctions de l'esprit à plusieurs niveaux, des niveaux très basiques, pourrais-je dire. Alors, quels sont-ils? Une dissociation au niveau de la pensée, mais pas seulement cela. Une dissociation au niveau des sentiments et finalement une dissociation au niveau de l'activité. Je vais expliquer d'une façon un petit peu plus élaborée durant la présentation qu'est-ce que ça veut dire, mais revenons-y tout de suite. Les troubles des associations, ce sont essentiellement, c'est que la pensée est mal organisée et peut se fragmenter. Et la pensée, non pas est illogique, mais difficile à suivre et peut engendrer assez fréquemment ce qu'on appelle des idées délirantes. Je reviendrai sur les idées délirantes. Mais la pensée est fragmentée et le langage, donc, ne sert plus. La communication par le langage est vraiment beaucoup plus ardue. Je m'explique. Pour quelqu'un qui est maltraité, qui souffre vraiment d'une schizophrénie assez sévère,
le patient va présenter ce qu'on appelle un relâchement des associations. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la façon dont il vous parle, les phrases en soi, on semble avoir du bon sens, mais vous écoutez le malade, puis vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ou il ne répond pas à mes questions de façon précise, ou je n'arrive pas à le suivre. Vous prenez chacune des phrases, puis chaque phrase a du sens en soi, mais le raccord entre les phrases, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça le relâchement des associations. Ça peut aller aussi loin que même à l'intérieur des phrases, il n'y a pas de compréhension. Alors là, on arrive à une salade de mots. C'est des phénomènes qui sont beaucoup plus rares aujourd'hui, encore une fois, parce que le traitement est appliqué pour bon nombre de malades aujourd'hui. Il y a aussi au niveau du trouble de la pensée, ce qu'on appelle des idées délirantes, c'est-à-dire des idées qui sont hors de la réalité, que je vais définir un petit peu plus tard. Trouble des sentiments ou de l'affectivité. Les malades, non seulement ont donc une pensée qui est modifiée, mais ils ont aussi une vie des sentiments et une affectivité qui est modifiée. Puis à ce niveau-là, ça peut se voir. C'est ça qui m'a fait voir que le malade que j'avais vu à l'oratoire était malade. Qu'est-ce qui se passe en général? C'est que il y a ce qu'on appelle un émoussement affectif, une diminution de la réactivité du malade qui fait en sorte que les traits du visage, l'expressivité du visage, l'expressivité du corps est amoindrie considérablement. Et donc, quand le malade vous parle qui pense être possédé du démon, le plus souvent qu'autrement, il n'y a pas de l'air d'être effrayé. Alors, il y a quelque chose de vraiment étrange là-dedans et qui fait problème et qui fait qu'on se sent drôle devant cette affirmation-là. Alors donc, la dissociation des sentiments, dissociation de l'expression des émotions est amoindrie et ça, c'est une caractéristique très importante de la schizophrénie qu'il faut toujours avoir en tête. Dissociation de l'affectivité, ça va être d'une façon négative. Il y a peu d'activité, même une inactivité, une espèce de repli sur soi qui va plus loin que ce qu'on connaît d'habitude, dans le sens que j'ai envie de moins faire de choses, je me replie sur moi-même. Là, c'est un repli sur soi qui est massif, qui est constant, qui fait en sorte que la personne a très peu de rapport avec les autres, va avoir tendance à rester chez elle, rester dans sa chambre, avoir très peu de soucis des codes sociaux, donc qui va faire en sorte que la personne a un contact beaucoup plus difficile avec autrui et va même se négliger à propos d'elle-même. Alors donc, prenons l'exemple le plus simple, même au niveau de l'hygiène. Ça aussi, je reviens au malade que j'ai vu à l'oratoire. Il y avait une hygiène vraiment détériorée, en plus de son émoussement affectif. Alors donc, on a les trois formes de dissociation. Vous savez, le problème de la psychiatrie, à la différence de tous les autres champs de la médecine, c'est qu'il n'y a pas de test pour déterminer si on a raison. Quelqu'un qui a des douleurs dans la poitrine, et puis un homme d'un certain âge qui a des douleurs dans la poitrine, puis qui a très mal, et puis qui transpire, puis qui éprouve une douleur qu'il n'a jamais éprouvée auparavant, il va se présenter à l'hôpital, puis le médecin, il va penser que c'est peut-être un infarctus du myocarde, et puis, mais pour le prouver, c'est pas seulement parce que ce qu'il a entendu du malade, il va y avoir des tests. Il va y avoir un électrocardiogramme qui va entraîner certains changements à l'électrocardiogramme. Il va y avoir des prises de sang qui vont déterminer que certaines enzymes sont élevées. Et à cause de ces résultats de tests, le médecin va pouvoir affirmer, voilà un patient en infarctus du myocarde. En psychiatrie, il n'y a rien de ça. Alors, comment qu'on fait les diagnostics? On fait les diagnostics de la façon dont je vous parle, c'est-à-dire la photographie du malade, les symptômes qu'il présente, mais aussi d'autres caractéristiques importantes, l'évolution dans le temps que nous a montré le docteur Kraepelin, et également, il y a un autre point important, la réponse au traitement. Comprenez-vous? Alors, parce qu'encore une fois, si le diagnostic est
adéquat et circonscrit d'une façon précise, le traitement va avoir des effets en général bénéfiques, même si le traitement n'est pas souvent, contrôle pas tous les symptômes. Quand un malade souffre de schizophrénie, il se sent fréquemment dans un monde étrange. Il y a un sentiment d'étrangeté, il se sent souvent contrôlé par des forces extérieures à lui-même, par des agents, des forces externes, souvent invisibles, qui vont l'envahir, souvent à deux niveaux. Au niveau du corps, au niveau de sa pensée. Je m'explique. Au niveau du corps, la personne va penser qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer en elle-même. Et mettez-vous à la place de la personne qui pense que quelqu'un veut entrer en elle-même, va dire devant cette étrange sensation, pour le moins désagréable, beaucoup de malades vont penser que c'est le diable qui est en train de rentrer en moi ou quelqu'un qui me veut du mal. Okay? Alors donc, c'est un symptôme qui est assez fréquent. Entrer dans la pensée du malade, c'est plus subtil, mais c'est aussi envahissant et déroutant. Cette semaine, il y a un de mes malades qui était hospitalisé, que je suis depuis plusieurs années, un homme d'une trentaine d'années qui souffre de schizophrénie depuis au moins une dizaine d'années. Un type de bonne famille qui demeure encore avec ses parents. Et puis, type qui parle très peu. Et puis, il était hospitalisé parce que ça n'allait vraiment plus. Il avait peur. Il avait été très irritable avec ses parents. Puis, en général, il n'y a aucune irritabilité. On a pensé qu'il était plus malade que d'habitude. Et de fait, il l'était. Il était hospitalisé. Et il a essayé de se sauver de l'unité parce qu'il pensait qu'on le tuerait. Il ne pensait pas d'être possédé, lui, il pensait qu'on le tuerait. Alors, puis c'est un type qui, encore une fois, qui parle très peu, qui a de la difficulté à parler, parce qu'il y a un autre point aussi, dont il faut se rappeler, c'est que le malade, en général, a beaucoup de difficulté à parler de ce qu'il vit. Parce qu'il y a une méfiance de base qui est presque toujours présente chez la personne souffrant de schizophrénie. Alors donc, le type finit par me dire, écoutez, il dit, docteur, il dit, il y a une dizaine d'années, j'ai regardé des vidéos sexuelles et puis pendant quelque temps, j'ai été capable d'arrêter ce comportement, mais néanmoins, je m'en suis senti très coupable. J'essayais de vous en parler quand je vous voyais à la clinique, je n'ai jamais été capable de le faire, je me sentais tout croche quand je sortais, puis actuellement, je suis bien content de pouvoir vous en parler. Bon, alors, j'étais content qu'il puisse me le dire, mais le point, c'est que il avait l'impression qu'on voulait le tuer parce qu'il pensait que tous les gens qu'il côtoyait étaient au courant de son comportement. Pourquoi? Parce que tous les gens qui le côtoyaient, et même à l'unité psychiatrique, pouvaient lire dans sa pensée et savoir ce qu'il avait fait, connaître son tourment, et donc pouvaient le tuer à cause de ce qu'il avait fait. Alors c'est ça, l'envahissement dans la pensée du malade, c'est un symptôme qui est très fréquent, à savoir que les gens peuvent lire dans la pensée du malade, ou peuvent entendre ses pensées, ou peuvent contrôler ses pensées. Alors ça, c'est un symptôme aussi très important à connaître et à vérifier auprès des gens qui se disent persécutés pour déterminer s'il y a une possibilité qu'il y ait une schizophrénie, parce que ce symptôme-là, en général, vous comprendrez qu'il est vraiment sévère, et en même temps, nous permet de dire avec passablement d'assurance, ça n'a pas trop de bon sens que tout le monde puisse lire dans la pensée de ce type ou de cette femme. Hein? À la différence de
J'ai l'impression que la police est après moi parce que j'ai fait des mauvais coups il y a peut-être un an, et j'ai l'impression que la police est après moi, puis je suis toujours un petit peu sur mes gardes. Il y a peut-être une part de vrai dans tout ça, hein? Quelqu'un qui a fait vraiment des mauvais coups et puis vous dit ça, vous devez toujours vous poser la question. Peut-être qu'il va un peu loin, mais peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais quand quelqu'un vous dit tous peuvent lire dans mes pensées, vous comprendrez que c'est hors de la réalité, c'est un délire qui est qu'on peut facilement appuyer, qu'on peut être assez certain de cela, et c'est un symptôme qui est très fréquent chez les personnes souffrant de schizophrénie. Et ils ne vous le diront pas, hein? Le monsieur que j'ai vu, il m'en avait jamais parlé. Il ne m'avait pas parlé qu'il avait fait ces visualisations-là, puis il ne m'avait pas parlé du fait qu'il pensait que tout le monde pouvait lire dans sa pensée. Bien entendu, sa maladie était plus grave sur le moment présent, mais néanmoins, si je n'avais pas posé la question, je ne l'aurais pas su. Okay? Puis si je n'avais pas eu la connaissance, je n'aurais pas posé la question. Alors donc, il y a une espèce d'envahissement de la pensée, une espèce de fluidité, de frontières vraiment poreuses entre soi et les autres, qui fait en sorte que le malade, schizophrène, a une incapacité de déterminer ce qui vient de son monde intérieur et du monde extérieur. Il n'est pas capable de faire la différence. Alors, ce type dont je viens de vous parler, qui est finalement assez la spontanéité d'un enfant, il me dit ça, qu'il a l'impression que les gens peuvent lire dans sa pensée. Et alors je lui dis, est-ce que ça se pourrait que ce soit votre maladie qui fasse là? Il m'a regardé un peu interloqué, éberlué. Puis, il me semble que ça n'a pas de bon sens que ce soit un symptôme. J'ai dit, monsieur, de fait, c'est un symptôme de votre maladie. Alors il dit, ouais, il disait que cette maladie-là, il dit, on ne peut plus savoir quelle est la vérité. C'était une remarque très judicieuse. Et cette spontanéité-là, on la rencontre rarement chez les malades, mais ça démontre un petit peu l'espèce comment dire, de monde dans lequel est pris le malade, et aussi la difficulté pour le médecin de lire à travers cela, hein, parce qu'il y a un autre point aussi dans cette description qui est fondamental et que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le malade, en général, même s'il sait qu'il a une maladie, qu'il est suivi, n'est pas capable de savoir exactement ça, c'est pas normal. Si j'ai mal au genou parce que j'ai de l'arthrite, c'est bien facile de dire j'ai mal, puis c'est un symptôme, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si j'ai l'impression qu'on lit dans mes pensées, ou que le démon est après moi, ça, si le médecin vous dit non, c'est erroné, le patient qui souffre de symptômes psychotiques, il ne sera pas capable de dire oui, docteur, vous avez raison. Il est incapable d'avoir cette capacité de déterminer qu'il y a quelque chose de pathologique dans la pensée qui l'habite. Alors donc, une absence de discernement par rapport à soi-même du patient, c'est un des symptômes fondamentaux de la schizophrénie qui est présente très fréquemment. Tout ça, c'est quand même assez subtil quand on ne le sait pas. Hein? La plupart des gens savent que quelqu'un qui entend des voix, qui a des hallucinations, souffre d'une maladie mentale. Puis même les malades le savent. Hein? Mais les malades ne savent pas qu'ils hallucinent. Ça a l'air drôle à dire, mais le point, c'est que, en tout cas, ils ne le diront pas. C'est un symptôme qui est aussi très fréquent dans la maladie. Mais si vous demandez est-ce que vous entendez des voix, si vous n'avez pas un bon contact avec le malade, il va vous dire non. Pourquoi? Parce que dans son esprit, ça veut dire je suis très malade. Hein? Alors donc, il ne vous répondra pas là-dessus. Par ailleurs, si vous avez un bon contact, si vous connaissez bien la personne, peut-être qu'il va vous le dire, mais ça risque de prendre du temps. J'ai des malades qui me l'ont dit après des années. Okay? Mais le point, c'est que, puis ça, c'est un symptôme qui est clair, qui est facile à diagnostiquer, mais on n'a pas accès parce que c'est juste par l'entrevue avec le malade, avec la personne, qu'on peut savoir qu'il y a des hallucinations. Les hallucinations qu'on rencontre dans la schizophrénie sont très fréquentes. Elles sont en général des hallucinations auditives. Qu'est-ce que c'est une hallucination? C'est une perception sans objet.
C'est-à-dire que le malade entend quelque chose sans que les autres puissent l'entendre. Mais ça va plus loin que ça. Le sujet a la perception, mais lui, il ne dira pas « j'entends quelque chose qui n'existe pas ». En général, il va dire « j'entends quelque chose qui existe ». Donc, il dénie la nature hallucinatoire de sa perception. Et donc, deuxième critère. Troisième critère, il faut que l'interlocuteur se dise « c'est une hallucination ». Il n'y a pas d'objet à la perception. On ne peut rien entendre. Et des fois, c'est pas facile à savoir. Mais néanmoins, comment qu'on peut questionner cela? Encore une fois, ça prend un bon contact avec la personne et on va lui demander, est-ce que parfois vous êtes tout seul, il n'y a personne alentour de vous, puis vous allez entendre quelque chose, vous allez entendre une communication. Vous ne direz pas, entendez-vous des voix, et ils vous répondront pas. Mais d'une façon plus, donc plus diplomate, vous avez plus de chances de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Alors donc, et les hallucinations donc auditives sont un symptôme très fréquent. Ce n'est pas seulement sous cette forme-là qu'il y a des phénomènes hallucinatoires, mais c'est la forme la plus fréquente dans cette maladie. Alors donc, les malades entendent parler. Ils entendent parler, souvent avec des mots précis, parfois et ce sont en général des phrases qui sont parfois bien comprises, parfois c'est moins clair, c'est une espèce de murmure, mais la personne qui entend parler va des fois avoir l'impression qu'elle entend des proches, des fois des étrangers, des fois, et souvent c'est un contenu qui est désagréable, va dire, j'ai l'impression, parce que le malade essaie de comprendre ce qui se passe. Puis certains vont dire, c'est le diable qui me parle, qui me dit des choses désagréables, qui me disent, va-t'en te tuer ou va agresser quelqu'un. Puis souvent le malade, c'est pourquoi quand j'entends ça, puis il va interpréter ça d'une façon délirante, c'est-à-dire va interpréter la perception qu'il a d'une façon erronée, va dire c'est le démon qui me parle. Alors ça peut être le bon Dieu aussi, mais c'est plus souvent le démon. Parce que c'est plus souvent désagréable avec un contenu malicieux, si je peux m'exprimer ainsi. Peut y avoir aussi plus qu'une personne qui parle. Il peut y avoir deux personnes qui parlent, puis ils vont parler de la personne, du patient. Ils vont commenter ce qui se passe. Il va y avoir... puis le patient n'a pas le contrôle de ça, puis il va être souvent absorbé par ça. Puis encore une fois, je vous le dis, une bonne proportion vont dire, le démon me parle. Mais avant qu'ils le disent, encore une fois, il faut qu'il y ait assez de confiance envers son médecin pour lui dire. Pourquoi je mets l'accent là-dessus? C'est parce qu'encore une fois, pour faire votre travail auprès des gens qui sont mal, ça prend un bon contact, ça prend il faut que vous soyez capable de montrer assez d'intérêt, parce que ces grands malades-là, ils ont une espèce d'instinct très développé. Est-ce que la personne qui est devant moi est vraiment intéressée à moi? Parce que tantôt, j'ai parlé que l'expression de leur émotion et leur vie était amoindrie d'un point de vue, du point de vue objectif, ce qu'on voit, mais néanmoins, ces gens-là ont, possiblement à cause des phénomènes qu'ils vivent, mais peut-être pour d'autres raisons, mais chose certaine, c'est qu'ils sont excessivement sensibles et ils vont vous parler s'ils se sentent vraiment en confiance. Et en général, ils vivent dans un monde hostile, donc ils vous diront pas, ils vous raconteront pas de A à Z ce qui se passe et ce qui ne va pas. Alors donc, de là, la nécessité d'avoir un bon contact et de ne pas poser la question après 2 minutes, est-ce que vous entendez parler quand vous êtes seul? Vous attendez encore un petit peu plus de temps. D'accord? Bon. Idée délirante. J'en ai déjà parlé. Je remets l'aspect là-dessus parce que, encore une fois, pour souffrir d'une schizophrénie, il faut qu'il y ait la présence d'idées délirantes. Qu'est-ce que c'est une idée délirante? C'est une conviction fausse qui n'est pas corrigée par le raisonnement d'autrui et qui est propre à la personne, qui est idiosyncratique. Okay? Ça peut être une idée banale, mais elle demeure idiosyncratique. Je vous donne un exemple.
Un des malades m'a dit qu'il venait d'être hospitalisé. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, il dit, je suis devenu le Verbe incarné. J'ai dit, Jésus-Christ? Il dit, oui. C'est clair que c'est une idée délirante, hein, parce que, bon, nous croyons en Jésus-Christ, mais c'était clair que Jésus-Christ n'était pas devant moi, hein. Alors, donc, ça, c'est une idée délirante. Hein? Ouais. Alors donc, et ce genre d'idée, on la rencontre moins parce que la foi est moins propagée, moins dans nos milieux est moins forte, mais on l'entend encore. On l'entendait plus il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui va colorer les idées de nos malades? Ben, c'est le monde ambiant, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui les habite profondément. C'est aussi ce qui, à leurs yeux, représente ce qui est malicieux, ce qui est dangereux, ce qui est carrément hostile. De là, encore une fois, la crainte d'être envahi par le démon chez pas mal de malades. Alors donc souvent, ces idées délirantes chez le malade sont des idées de persécution. Alors donc, je le répète, même si je l'ai dit tantôt, ils se sentent souvent contrôlés par une force mystérieuse, par des forces omnipotentes, contrôlées par télépathie. Autre bonne question. Est-ce qu'il y a des phénomènes de télépathie dans votre quotidien? C'est une façon de savoir, encore une fois, s'il y a un envahissement de la pensée, s'il y a une lecture dans la pensée, est-ce qu'il y a de la télépathie, est-ce qu'il y a de l'hypnose? OK. Encore une fois, parfois on se dit, est-ce qu'il y a des idées qui sont délirantes dans le sens qui n'ont pas qui n'ont pas de base dans la réalité? Parfois, c'est pas clair. Je vais vous donner un autre truc. Vous n'avez pas besoin d'être, encore une fois, d'avoir une longue formation, mais c'est donc utile. Vous entendez l'histoire de votre personne, puis vous trouvez qu'il y a quelque chose d'incongru là-dedans, ou de pas clair, ou vous comprenez mal, c'est mal, puis ça vous apparaît un peu bizarre, ou particulier, vous avez mal saisi, vous faites préciser. Expliquez-moi, s'il vous plaît, comment vous en venez à cette affirmation-là. Pourquoi telle chose? Plus vous avez de détails, plus vous avez de chances d'avoir des idées qui vont vous apparaître, s'il y a vraiment un délire, que c'est plus évident. Si vous ne le savez pas, ben, si vous n'avez pas de précision, ben, c'est peut-être vrai. Comprenez-vous? J'ai l'impression que les gens m'en veulent, que mes voisins m'en veulent. Ben, si je fais jouer ma musique bien fort, puis je les ai engueulés ou j'ai eu des conflits, ben, ça a plus de chance. Mais si mes voisins m'en veulent, puis pour quelle raison, puis ben, ils me regardent de travers, puis oui, décrivez-moi plus ça. Ben, à chaque fois que je le vois, celui-là, il regarde à droite puis à gauche, puis il me parle pas, puis il s'en va, puis il y a 2, 3 personnes qui répètent ça, puis ils parlent à une autre personne, ils disent, ah, c'est donc désagréable ces temps-ci. Tout ça, ça indique qu'ils m'en veulent. Et si je n'avais pas posé la question, la précision, je n'aurais pas l'idée qu'il y a des idées délirantes. Alors donc, la précision devant une histoire qui vous apparaît incongrue, c'est terriblement important. J'ai parlé du fait que les patients sont méfiants. S'ils pensent que le démon pourrait les habiter, puis ils ne sont pas capables de vous parler, ou ils donnent peu de détails, ou disent non, je n'ai pas envie d'en parler, ou qu'ils vous apparaissent méfiants, ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Dans le sens que, parce que quand on est dans le trouble, puis qu'on est dans un bon contact avec la réalité, on parle. Hein? On a envie de se décharger. Mais quand on est méfiant, on ne parle pas. Quand on pense que même le prêtre peut nous faire du tort, en général, ça va mal. Hein? C'est dans le sens qu'il y a de la méfiance pathologique. Il y a un autre point très important. Quand vous avez un sentiment particulier devant la personne, vous dites, je me sens, j'ai un mauvais contact avec cette personne-là, j'arrive pas à parler avec elle d'une façon sensible. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ça aussi, j'arrive pas à comprendre cette personne. Ça va plus loin que ça, je me sens pas comment... C'est comme si
ce sentiment d'étrangeté vous habite, ça aussi, c'est un signe qu'il y a possiblement quelque chose qui va au-delà de la réalité. Parce qu'encore une fois, quand quelqu'un vit un drame humain sans qu'il y ait de pathologie mentale, le contact est très facile. Avec un malade, le contact est difficile. Il est difficile. Vous avez toujours l'impression d'être devant un phénomène vraiment particulier où vous êtes comme perdu. Ça aussi, c'est quelque chose, essayez de entrer en vous-même d'une façon fréquente quand vous parlez à la personne et qu'il y a cette espèce de sentiment et de poser des questions, d'avoir encore une fois la puce à l'oreille. OK. Parfois aussi, la personne va vous parler, mais à un moment donné, ça arrête de parler. Vous parle très peu, arrête de parler, puis sans que vous compreniez pourquoi, puis ça peut durer des secondes, ça peut durer une minute. Il faut encore une fois poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous l'impression que quelqu'un joue avec votre pensée ou que quelqu'un est en train de vous empêcher de penser? Ou qu'est-ce qui se passe? Vous risquez d'avoir des réponses vraiment incongrues qui vont vous dire c'est possiblement un malade. Parce qu'encore une fois, le diagnostic, vous n'avez pas à le faire, mais si vous avez des suspicions de par votre contact, il faut le diriger à un psychiatre, il faut le diriger à quelqu'un qui va pouvoir l'aider. On a parlé d'hallucination, on a parlé de délire, on a parlé de pensée qui est fragmentée, désorganisée. Ce sont tous des symptômes qui sont graves, qui sont, quand on les connaît, quand on est capable de les reconnaître plutôt, on se dit possiblement malade, mais il y a des symptômes qui sont aussi importants, mais qui sont moins, qu'on appelle des symptômes négatifs, dont j'ai parlé un petit peu, c'est-à-dire que, vous savez, encore une fois, la schizophrénie est une maladie qui est très complexe, et il y a des symptômes qu'on appelle négatifs qui sont une déficience. Le premier, peut-être le plus important, c'est ce dont j'ai parlé à propos des sentiments de la réduction des manifestations expressives, l'émoussement ce qu'on appelle des émotions, l'émoussement affectif. C'est quelque chose qui est fréquent chez les malades. Et les expressions affectives aussi qui sont incongru, ça aussi, il faut le regarder. Si quelqu'un vous parle de quelque chose qui vous apparaît dramatique, puis il part à rire, puis c'est pas un rire nerveux, ou c'est vraiment à côté, ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est encore une fois une dissociation de l'expression des émotions. Alors ça, c'est indicatif fréquemment d'un processus schizophrénique. Quelle autre caractéristique, symptôme négatif? Le retrait social, c'est-à-dire que ces gens ont des relations qui sont très rapetissées. Ils n'ont pas d'amis, ils ne sortent pas, ils restent chez eux, ils ne travaillent pas, ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Alors donc, il y a un retrait très important, c'est plus que de la gêne, là. Il y a aussi une pauvreté d'initiative, une volonté qui est vraiment amoindrie. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais ils n'ont pas la capacité de s'organiser pour faire de quoi. Alors, ils restent à ne rien faire. Il y a un malade que j'ai traité il y a quelques mois, qui est en prise avec un délire, qui finalement est traité maintenant adéquatement. Un monsieur qui était resté là, pendant des années, la maladie s'était manifestée graduellement, il était traité. C'est un type qui avait travaillé en informatique, puis il n'avait pas travaillé depuis 10 ans, puis là, ça va beaucoup mieux, il est traité, puis il n'y a plus ces craintes qui l'habitaient. Puis là, j'ai dit, puis là, il s'ennuie, j'ai dit, bon, pourquoi vous n'essayez pas de vous trouver un emploi? Il dit, d'accord, correct, puis écoutez, ça fait 6 mois que je le vois, il n'a pas fait rien encore. C'est encore parce qu'il n'avance pas, puis c'est pas de la paresse, il y a une espèce de déclin de la volonté, de la capacité d'organisation. Alors ça, ce sont des caractéristiques qui sont fréquentes. Le langage est pauvre aussi. Une difficulté là, d'élaborer d'une façon, comment dire, avec beaucoup de mots dans ce qu'il vous raconte. Il y a une espèce de pauvreté du langage, ce qu'on appelle l'allogie. Il y a des difficultés d'attention aussi, de concentration. Ces gens-là, de la difficulté souvent à se concentrer, même quand ils vous parlent. Alors, c'est quelque chose, encore une fois, pour lequel il faut avoir la puce à l'oreille. Tout ça, tous ces symptômes dont je vous parle, c'est aussi cette espèce de difficulté à s'occuper de soi qui est présente dans l'habillement, En général, ces gens-là demeurent fumeurs,
Mais vous le voyez, hein, parce qu'ils ne se lavent pas beaucoup les mains, puis ils ont des doigts très jaunes, puis c'est vraiment... ils se sentent souvent mauvais parce qu'ils se lavent très peu. Ils vont se laver une fois par semaine, peut-être moins. Alors, il y a une espèce de négligence de soi qui est présente, puis qui se voit, qui se sent, qui se remarque sur l'habillement. Alors donc, et ces codes-là sont beaucoup plus, comment dire, suivis de nos jours qu'auparavant. Alors donc, encore une fois, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Mais je reviens à toutes les déficiences dont je vous ai parlé. Tout ça fait en sorte que le contact est difficile avec la personne. Quelle autre caractéristique que je pourrais vous rajouter? Il y a souvent un mauvais contact visuel. La personne ne vous regarde pas dans les yeux. Pas parce qu'elle ne veut pas vous regarder ou qu'elle est gênée. Elle ne regarde pas. Le contact, ils ont de la difficulté à entrer en contact. Ils ne veulent pas. C'est difficile pour eux de vous regarder dans les yeux. Et ça aussi, ça se rajoute à cette perception particulière qu'on a. Ma foi, qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma rencontre avec cette personne-là. Quelle est l'histoire naturelle de la maladie? Ça, on appelle ça dans notre jargon. Au fond, c'est quoi l'histoire typique de quelqu'un qui souffre de schizophrénie? C'est quelqu'un qui est tombé malade, en général, à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Au début de la vingtaine chez les hommes, au milieu de la vingtaine, fin de la vingtaine chez la femme, et chez un bon nombre de malades, peut-être le tiers, il y avait déjà avant l'éclosion de la maladie, durant le développement, il y avait une personnalité qui était assez réservée, retirée, peu de contact, mais pas toujours. Encore une fois, c'est le tiers à la moitié. Et donc, beaucoup de personnes qui avaient un développement tout à fait normal vont finalement souffrir de la maladie. Et quand la maladie éclate, ben, même si les thérapeutiques, parce qu'il y a une thérapeutique non pas seulement pharmacologique, mais quand même une thérapeutique pharmacologique qui fait en sorte que les symptômes sont plus contrôlés qu'auparavant, fait en sorte qu'il y a un contrôle à divers niveaux, surtout sur les symptômes délirants et sur l'impact de tout cela sur les émotions du malade. Tout ça fait en sorte que il va y avoir une diminution des symptômes. Mais malheureusement, il va y avoir des récidives assez fréquemment pour deux raisons, essentiellement, parce que la maladie est continue et souvent il va y avoir des récidives de par la force de la maladie et parce que les malades très souvent vont arrêter leur traitement. Et donc, avec le temps, il va y avoir donc une espèce de détérioration de la capacité de fonctionner de la personne et les caractéristiques dont je vous ai parlé d'un point de vue négatif vont s'agrandir avec le temps, qui fait en sorte que le malade, ben, il va être de moins en moins fonctionnel dans la société. Bien entendu, ceux que vous risquez de voir, c'est plus au début. Pourquoi? Parce que c'est là que c'est dramatique, c'est là qu'on cherche encore plus de l'aide, parce qu'avec un certain temps, même si les idées peuvent persister, parce qu'encore une fois, les thérapeutiques pharmacologiques parfois vont permettre d'éliminer les idées délirantes, mais dans une proportion malheureusement trop fréquente, les idées vont persister, mais il va y avoir moins de résonance et donc il va y avoir moins d'impact sur la personne. Donc, ils vont être moins touchés par ce qui se passe. Alors donc, le malaise va être moins important. Oui, il y a des phases dépressives parce que dans plusieurs stades de la maladie, quand la maladie commence, c'est pas tant de la dépression qu'une grande angoisse parce qu'il y a quelque chose il y a une fracture de la personne qui se passe, puis il arrive dans, comment dire, il y a quelque chose qui se passe qui est encore une fois un phénomène de fracture de l'identité de la personne qui est très, très angoissante. La meilleure façon de vous l'exprimer, c'est encore une fois un de mes malades qui m'a dit, j'ai l'impression qu'il faut que je naisse à nouveau, mais j'ai pas de mère.
ça décrit l'angoisse du malade. Cela dit, après que les épisodes soient traités et quand le malade comprend qu'il a été frappé par quelque chose d'assez sévère et qu'il y a des séquelles et que ça se peut que ça continue, souvent le malade va être dépressif. Il va trouver ça difficile, donc, d'avoir à vivre là, avec un handicap qui, vous comprendrez, n'est pas, c'est pas de l'asthme bronchique, hein? Donc, à ce niveau-là, de fait, il peut y avoir des phases dépressives. Il y a une proportion de malades qui, de fait, ont des symptômes dépressifs. Il y a des malades qui vont se suicider. Hein? Souvent dans des milieux où il y a des exigences plus grandes de performance. Alors, il y a des symptômes dépressifs qui sont importants. Il y a aussi plus de tristesse, de dépression. Pardon? Est-ce qu'il y a des phases de violence? Bien, oui, il peut y en avoir. Vous savez, on associe la schizophrénie avec la violence d'une façon, comment dire, souvent trop catégorique. La plupart des malades ne le sont pas, mais vont l'être lors d'épisodes vraiment très aigus où ça va vraiment mal, lorsqu'il y a un envahissement. Et alors, à ce moment-là, il y a un risque. Encore une fois, mon type là, qui pensait qui était pour se faire tuer, ben, il avait peur, puis il était il a poussé ses parents, et puis donc, chez certaines personnes, quand vous avez très peur, il peut y avoir de ces phénomènes. Bien entendu, tout ça se fait aussi dans le, comment dire, il y a l'aspect aussi euh, les malades peuvent avoir, certains peuvent avoir une grande impulsivité, encore une fois, lors des épisodes aigus, ou peuvent avoir ma foi, encore une fois, sous l'emprise d'idées tout à fait délirantes, peuvent penser qu'il y a un danger très grand. Un exemple tout à fait tragique, là, j'ai un vieux monsieur qui, il y a une quarantaine d'années, était le père d'un troisième enfant et pensait que sa femme était possédée du démon. Et il l'a assassiné. Ce sont évidemment, heureusement, ce sont des événements qui sont très rares, mais ce sont des choses qui se passent. Et le type, c'était un grand malade. Il a vécu avec ça toute sa vie, là. Donc, mais globalement, néanmoins, le risque de violence est beaucoup moins grand que chez les criminels, beaucoup moins grand que chez les toxicomanes. Mais chez le patient schizophrène, le danger est plus grand lorsqu'il y a eu antécédent de violence et lorsqu'il y a aussi prise de drogue, de toxiques. Ce sont les deux facteurs les plus importants. C'est les questions qu'on pose aux malades. Est-ce que vous prenez des drogues et est-ce que vous avez été déjà violent dans le passé? Alors, c'est à ce niveau-là qu'il y a plus un risque de violence. Un risque qui est bien entendu augmenté par rapport à la norme de la population, mais qui est beaucoup moins important que chez les personnes délinquantes. Pour vous aider dans la démarche, il est toujours bon de demander à la personne, avez-vous déjà vu un psychiatre? Avez-vous déjà été hospitalisé? Combien de temps? Parce que de nos jours, être hospitalisé en psychiatrie, bien sûr, ça peut arriver, mais d'être hospitalisé longtemps, il faut être pas mal malade. Okay? Alors donc, quel était le diagnostic? Ils peuvent vous dire que c'est de la schizophrénie. Une chance sur 2, sur 3 qui vous disent ça, mais néanmoins, vous avez des chances d'avoir quel traitement vous avez reçu? Avez-vous eu un suivi? C'est bien important de parler aux proches. Parce qu'écoutez, j'ai du métier, j'appelle plus souvent qu'autrement les parents ou la sœur, le frère, puis j'ai 10 fois plus de renseignements. Parce que quand la personne n'est pas bien, elle n'est pas capable, des fois elle ne veut pas parce qu'elle est méfiante, elle n'est pas capable de donner l'information. Donc, il faut absolument, lorsqu'encore une fois il y a une certaine suspicion, ou vérifier auprès des proches ce dont je vous parle. Vous pouvez faire toute l'histoire dont je viens vous parler, encore une fois, avec les proches, ça vaut la peine. Il faut demander aussi quel était le fonctionnement de la personne auparavant. Est-ce qu'il y a un fléchissement important du fonctionnement, une dégradation du fonctionnement? Est-ce que...
Puis vous vérifiez aussi, je suis toujours frappé de la fratrie, c'est vraiment informatif à savoir. Bon, j'ai eu une malade là, qui avait un syndrome qui était vraiment assez subtil. Je vois sa sœur, puis c'était sa sœur, mais elle était 10 fois plus allumée, puis c'est pas parce qu'elle était plus intelligente, parce qu'elle était pas malade, alors que l'autre avait un potentiel important, mais à cause de la maladie, ben, donc, mais néanmoins, ça c'était un élément, mais l'élément c'était la description qu'a faite la sœur. Alors, il faut vraiment pas se gêner pour faire cela. Écoutez, je crois que je vais arrêter là. Donc, en résumé, la schizophrénie est une maladie qui est très fréquente, où les malades sont dans notre communauté. Il faut le savoir, il faut avoir la puce à l'oreille. C'est pas seulement s'il y a une idée qui peut s'apparenter à la présence du diable. Ben, si quelqu'un souffre de la maladie, c'est pas seulement ça qu'on va retrouver. C'est tous les éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire phénomènes hallucinatoires, idées délirantes, difficulté à s'exprimer, envahissement de la pensée, envahissement du corps, expression des émotions beaucoup moins importante, contact étrange. Tout ça fait en sorte que ça nous met la puce à l'oreille et donc de nous permettre là, de finalement envoyer cette personne-là au médecin parce que c'est le médecin qui va le mieux l'aider et ces phénomènes-là vont être atténués, sinon évacués par un traitement efficace. Alors écoutez, j'aimerais bien avoir de vos questions pour... oui? Moi, j'ai connu une dame Oui. dont on disait qu'elle était schizophrène. Oui. L'affaire, c'est qu'elle, supposément, son deuxième voisin passait à chez elle parce qu'elle demeurait dans un village. Et bon, il passait pour aller chez lui, puis pour aller au village, j'imagine. Et à chaque fois que le monsieur passait, elle s'imaginait qu'il l'espionnait, cette affaire-là, puis il voulait aller chez elle. Il a même supposé d'avoir été chez elle, prendre des céleris dans le frigidaire, tu sais, des affaires de même. Et elle a même appelé la police, pas rien qu'une fois, 2-3 fois. Elle a soupçonné une autre personne de s'être émoustillée, pris les parties sexuelles devant elle pour dire des affaires de même. Ça, c'est de la schizophrénie ou c'est... Possiblement. C'est possiblement cela. Ça ressemble à ça. Encore une fois, l'histoire n'est pas aussi étrange que ce que je vous ai raconté. Elle racontait des affaires qui déliraient. Mais de fait, il y a la présomption importante d'un délire là. Puis en même temps, précision à faire, chez la femme, il y a moins des phénomènes négatifs dont je vous ai parlé. La maladie est moins grave et pénètre moins la personnalité. Donc, il faut être encore plus vigilant. Puis encore une fois, ces phénomènes-là sont des phénomènes délirants. Hein, et le fait de ce que vous me racontez, ça ressemble à ça, de fait. Oui. Moi, je travaille à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Et puis, il y a un jeune homme qui s'est présenté, qui travaillait sur la Rive-Sud. Puis il est venu me voir et il dit « ça ne marche plus du tout ». Il dit « dans mon milieu de travail, là, ils ne m'aiment pas, ils ne me comprennent pas, ils font le vide autour de moi, là, je suis un grand incompris ». Puis il me disait « là, je m'en vais dans le fond de la Gaspésie, personne ne va me connaître, là, puis là, je vais voir la paix, puis je vais pouvoir enfin faire ma vie puis travailler ». Puis justement, entre les deux, j'ai posé la question « avez-vous un problème de santé? » Ben, il dit, oui. J'ai dit, est-ce que vous avez été rencontrer un spécialiste? Il dit, oui. Et puis, ils ont dit quoi? Ben, ils ont dit que j'étais schizophrène, mais il dit, moi, j'y crois pas. Je suis pas malade. Okay. Et puis, je suis pas compris. Alors là, il dit, il m'en va. Moi, puis, il y a une belle conversation quand même. J'étais surpris, là. Il était cohérent. Puis, tu sais, je comprenais ce qu'il disait, puis on avait un bon partage. Puis finalement, quand il dit là, je m'en vais en Gaspésie, j'ai dit, moi, je respecte ça, mais j'ai dit, je ne serais pas surpris que vous allez revenir. Puis j'ai fait une phrase, j'ai dit, est-ce que vous allez revenir me le dire si jamais vous revenez? 6 mois plus tard, il est revenu, et puis il dit,
souvenez-vous de moi? J'ai dit, il me semble que ça me dit quelque chose. Mais il dit, celui qui voulait s'en aller à Gaspésie, il dit, c'est moi. Ah oui, j'ai dit, correct. Puis j'ai dit, vous êtes revenu. Il dit, oui, ça ne marche pas plus là-bas. Mais il dit, vous me disiez quoi? Ben, je lui disais, il faut que vous retourniez voir votre spécialiste parce que vous avez refusé de prendre votre médication. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais aller le voir. Histoire typique. Si vous n'aviez pas posé la question, s'il n'y avait pas eu la Gaspésie, l'histoire avant ça est possible sans qu'il y ait de maladie. Comprenez-vous? La parade à cette difficulté, si vous avez dit hey, je suis pas incompris où je travaille, je vais aller postuler ailleurs, hein, ça aurait pu avoir plus de sens. Mais aller aussi loin, donc il y avait une incongruité là qui vous a possiblement permis de penser à la question, hein, parce que ça vous a. Dans cette chose-là, qui était possédé. Oui. Ben, écoutez, encore une fois, c'est la minorité des malades qui vont penser cela. Ce n'est pas la majorité. Mais encore une fois, le lot est tellement grand, le sous-groupe est tellement grand, qu'il y en a qui, de fait, vont penser. Puis encore une fois, allons plus loin. Peut-être qu'il a déjà pensé ça, lui. Quand il allait vraiment pas bien, hein, peut-être qu'il a pu le penser, mais peut-être que non aussi. Mais le point, c'est que vous n'avez pas accès à tout. Hein, dans la conversation tout simple, c'est pas la même chose de quelqu'un qui dit « Hey, je pense là, que je suis possédé, puis je m'en viens voir qui de droit pour me faire aider, je m'en viens voir le prêtre. » Là, on est dans un créneau qui est vraiment différent, qui fait en sorte qu'on doit l'évaluer. Parce qu'encore une fois, si vous avez quelqu'un qui vous semble souffrir de maladie mentale, bien, encore une fois, les chances sont minces qu'il y ait une problématique là, de crainte effrénée d'être possédé. Hein? C'est une possibilité, mais oui. 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 J'ai visité une paroissienne qui était spécialisée en psychiatrie. Oui. Et on m'a dit, écoutez, la personne souffre de délire spirituel, donc on vous demande, nous l'équipe sur l'étage, n'apportez pas d'objet de piété ou quoi que ce soit, oui. Ça pourrait renforcer son délire. Oui. Alors pouvez-vous élaborer un peu? Ça, on a bien entendu souvent, là. C'est plate, mais c'est le Québec. C'est comme ça. Il y a une espèce de manque, je dirais, de nuance. C'est sûr que quelqu'un qui a un délire religieux, puis qui va lire la Bible là, 20 heures sur 24, c'est peut-être mieux. C'est pas nécessaire d'apporter un chapelet, mais cela dit, il faut toujours faire la distinction entre la foi, hein, et puis le délire. Un autre exemple, écoutez, j'ai une patiente que je suis depuis 1 an, qui avait l'impression qu'elle devait sauver l'humanité du mal, et puis qui est croyante, et puis qui avait l'impression, qui a encore l'impression que parfois elle est auprès de. Il y a des âmes errantes qui sont près d'elle et qui la rendent mal. Et puis, mais cela dit, ces symptômes-là sont beaucoup atténués parce qu'elle prend le traitement. Elle va aller en désintoxication parce qu'elle prend du cannabis, puis son employeur veut qu'elle arrête. Fait que j'ai parlé à la personne qui voulait l'envoyer, qui devait choisir l'endroit, puis ils m'ont dit, écoutez, ma seule question, elle dit, c'est un centre de désintoxication avec où on parle des 12 étapes avec la foi. Pensez-vous que ça pourrait renforcer? Ben non, c'est sûr. Mais c'est comme s'il y avait une équation, vous renforcez la maladie. À ce niveau-là, ça prend du discernement. Et malheureusement, les gens font pas, comment dire, on manque là, souvent de discernement. Alors, ça prend, il faut y avoir, comment dire, ça exprime vraiment ce manque de connaissance puis cette espèce de crainte là, de renforcer la maladie. Oui. Depuis une dizaine d'années, là, j'ai reçu pas mal de personnes et évidemment, j'ai eu affaire à des malades mentaux. Mais je crois que au bout de 5 minutes, de contact avec ces personnes dans le bureau, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que
comme vous dites, les idées délirantes, une expression chaotique qui passe d'une idée à l'autre, l'incapacité à répondre à des questions précises, un dialogue qui tourne court. On voit bien que la personne est mal, hein, elle n'arrive pas à s'exprimer, que bon. Et assez rapidement, bon, je sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste, mais on se rend compte quand même assez rapidement qu'il y a un problème mental. Alors, moi la question que je me suis trouvé, si vous voulez, je me souviens d'un homme là qui me disait « Ah oui, je viens vous voir parce que je suis Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez que je fasse un miracle ?» Oui, vas-y. Alors, il y a, dans la propriété où je reçois, il y a un Oui, bassin. oui, oui. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, venez, on va se promener un petit peu. On a parlé, etc. Et puis, alors, quand on est arrivé au bord du bassin, il m'a dit, bah, écoutez, vous faites un miracle, bah, tenez, marchez sur l'eau. Alors, évidemment, bon, j'ai eu tort. J'ai probablement eu tort de dire ça. Bon, mais moi, la question que je me pose, C'est noyé. C'est une confrontation trop stricte, là. non, mais la question que je me pose, c'est Oui. que si vous voulez, face à ces cas, Oui. je me suis trouvé quand même très mal à l'aise parce que je me suis rendu compte que bon, vraiment le dialogue était quasiment impossible, alors un peu raisonnable. Et la question que je me pose, comment faire une certaine proposition d'ordre religieux à ces personnes? Vous voyez, sur quelle voie on peut les amener pour que, eh bien, elles soient peut-être un peu plus en contact avec le Seigneur. Et bon, ce sont des enfants de Dieu, très souvent, et ils sont baptisés. Donc, bon, la grâce de Dieu est aussi pour eux. Bien sûr, Hein? bien sûr. Alors, Écoutez, il faut pas faire du karaté. Il faut faire du judo. Hein? Dans le sens que vous revenez aux choses les plus simples, les plus basiques. Vous n'avez pas à discuter du fait de son miracle potentiel, mais de sa vie de prière, de quelque chose qui vous apparaît beaucoup plus terre à terre, et l'encourager dans ça parce que il n'y a pas de parade pour modifier les pensées du malade, même à vouloir. Parce que ce dont je vous ai parlé, là, c'était une façon de débusquer les symptômes pour savoir s'il y a maladie ou pas. Alors que vous, à votre exemple, c'est le cas extrême, il est malade, que fais-je? Hein? Vous ne pourrez pas diminuer ses symptômes. Mais par ailleurs, si vous parlez d'une façon simple, comme s'il n'était pas malade, en ignorant d'une certaine façon son assertion, vous avez plus de chances de rassurer la personne et puis même de départager les rôles, en le sens que, encore une fois, c'est un malade, est-ce que vous êtes suivi? Je vous engage à revoir votre médecin, je suis là pour vous aider dans votre démarche avec Jésus-Christ. Je vais vous donner un autre exemple. Certains malades qui vont me dire, je veux partir parce que j'ai une mission à remplir et puis le bon Dieu a besoin de moi. Je vais leur dire, écoutez, peut-être que le bon Dieu m'a mis aussi sur votre route pour que je vous aide actuellement, il faut que vous restiez à l'hôpital. Des choses aussi terre à terre que ça, on a l'impression, des fois, c'est avec l'expérience bien entendu, mais il faut que vous restiez vraiment, vous reveniez à la réalité sans confronter l'idée à côté. C'est de cette façon-là que vous allez accueillir le croyant malade, parce que souvent, le grand malade est croyant aussi, hein, et est aidé par sa foi, et vous le nourrissez de la même façon que les autres. Vous le faites de la même façon, autant que faire se peut. Oui, oui, oui. Oui, c'est vous. Oui, c'est vous. Oui, ça va être. Oui. Allez-y. Ma question est plus, disons qu'en paroisse, ce qu'on voit souvent, c'est justement, comme le père a dit, Oui. je pense qu'on les reconnaît pas mal. On sait pas, peut-être qu'on ne sait pas nécessairement quel type de maladie, Oui. mais on voit quand des gens souffrent de schizophrénie ou de délire ou de paranoïa, là, c'est presque évident. Oui. Ce que je trouve pas facile, Oui. c'est des cas où c'est moins évident. Il me vient en tête l'exemple d'un film, A Beautiful Mind. Oui.
Un film où tout le long, tu penses que c'est vrai ce que dit Oui, monsieur, puis à la fin, oui. tu te rends compte qu'il est vraiment malade. Là. Oui. C'est troublant parce qu'en fait, tu Oui. te dis ce que je vois, ce que c'est vrai. Mais il y a des gens comme ça qu'on rencontre qui sont tellement cohérents, tellement Oui. logiques. Oui. Exemple, bon, dernièrement, il y a 2-3 jeunes là, qui viennent à la paroisse. Puis là, ils vont m'expliquer toute une théorie d'une planète Nibiru qui existerait, puis de la conspiration, de la maçonnerie, des Illuminati. Puis à la fin, je ne mets pas en doute l'existence de la maçonnerie et des Illuminati, d'une part, mais tout le reste, mais c'est tellement cohérent en plus, Mhm. mais c'est tellement exagéré qu'à la fin, c'est comme si on est totalement dominé par eux, puis on est des marionnettes, là, puis ils savent tout ce qu'on fait, chaque petit geste. Je veux dire, ça devient tellement absurde, d'une part, mais en même temps, quand tu écoutes leur discours, c'est tellement logique. Puis c'est des personnes très intelligentes, puis ils vont citer des livres, puis des recherches, puis t'écoutes ça, tu te dis, mais où est la limite entre la réalité? Est-ce que c'est juste des gens qui vont pousser à bout un type de théorie, ou c'est des gens malades? C'est probablement des gens malades. Et parce qu'écoutez, encore une fois, et qui commencent d'être malades, hein, et à ce niveau-là, que faire? Ben, encore une fois, c'est la chose de base, là. Vous devez mettre des limites. Hein. Si vous voyez que ça tourne à ça, vous devez assez rapidement mettre fin à l'entretien, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment, là, quelque chose que vous pouvez solutionner, comprenez-vous? Et à ce niveau-là, encore une fois, souvent, ces gens-là, parfois, vont poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Question embêtante, hein? Vous leur dire, écoutez, ça m'apparaît inusité, et moi, je consulterai pour voir si vraiment vous avez besoin d'aide. Même si les chances sont minces qu'ils vont le faire, néanmoins, vous êtes en position d'autorité. Hein? Et ce que vous allez dire a de la chance de quand même de porter. Alors, il faut encore une fois là, y aller avec votre jugement, pas avoir peur d'y aller avec le gros bon sens. Parce que de fait, ce que vous décrivez, encore une fois, je n'ai eu une comme ça. Une fille excessivement intelligente, puis qui commençait d'être malade. Et puis, vous savez, des fois, on va trop vite hein, à l'hôpital. Oui, ils sont malades, ils sont arrivés dans une espèce de crise, puis avaient fumé de la drogue, puis en même temps, avaient un discours contre la société qui était très articulé. Puis, elle refusait de prendre les pilules. Je dis, écoutez, je ne veux pas vous en donner de pilules. On arrête ça, on va se parler. Puis après, écoutez, je l'ai gardé 2 semaines. Puis là, à un moment donné, elle m'a parlé, comme ce que vous m'avez dit, de francs-maçons, que les francs-maçons étaient impliqués dans les bâtiments ici, et puis quelqu'un était capable de lire elle avait vécu des rencontres où les gens pouvaient lire en elle, et puis après les 2 semaines, j'ai dit, écoutez, quant à moi, vous avez besoin de traitement. Puis la jeune femme, qui était tout à fait en opposition, elle s'est mise à pleurer, puis le lendemain, elle a accepté de prendre le traitement. Tout ça pour dire qu'il faut que vous soyez l'agent de la réalité, même si votre chance de succès sur le coup est pauvre. Okay? Vous devez, votre rôle à ce moment-là, c'est pas tant de comprendre que de diriger. Bien entendu, avec compassion et bonté, là, et direction, bien sûr, mais c'est votre rôle. Alors, c'est ça que je vous suggère. Oui, vous avez. J'ai eu, la chance. J'étais dans une paroisse avec une grosse équipe, et souvent, c'est moi qui avais ces cas-là, parce que tout le monde s'enfuyait. Oui. Alors, tout le monde criait, Oui. Qui es-tu là? Oui. Alors là, ils arrivaient. Alors, j'avais une pratique, mais en même temps, j'ai une question qui touche à quelque chose de peu dramatique. Alors, lorsque je regardais, souvent, je posais 3 questions. Combien d'heures tu dors? Combien de repas que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fait les dernières 24 heures? Et souvent, avant de parler de la dimension spirituelle, je disais, si tu n'as pas mangé, il faudrait peut-être que tu manges. Peut-être que tu dors. Terre à terre, hein? Oui, Puis, c'est ça. Oui, bon, les choses de base. Avec expérience, Oui. une 4e question qui s'est arrivée. As-tu pris du stock? Parce que là, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il est arrivé avec des rêves, des hallucinations. Et quand j'ai demandé ce qu'il avait pris, je ne comprenais pas qu'il n'y en avait pas eu plus que ça. Il mélangeait les médicaments et différentes substances.
Ce qui m'a toujours embêté, Oui, et on a vécu des drames dans la région des Basses-Laurentides, oui, c'est quand ils ont des idées suicidaires. Oui. Ils m'avaient demandé l'autorisation de se suicider. oui, Ça m'est arrivé à Oui. quelques reprises. Oui. Et il m'a dit, si je me suicide, est-ce que Dieu va m'accueillir au ciel? Et j'ai répondu tout de suite, non. Puis là, à un moment donné, j'ai mis des nuances, mais j'étais tellement surpris par Oui, cette question-là. oui. Et là, bon, je me suis raffiné avec le temps, et je disais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je l'ai martelé continuellement. Et je me disais, est-ce que cette attitude qui... C'est sûr que j'étais conscient que j'y mettais une barrière. Et je l'ai toujours renforcé. En tout cas, il est encore vivant aujourd'hui. Puis ça fait 20 ans que je l'ai rencontré. Mais je me disais, est-ce que... nous, on le fait en termes pastoral, mais j'avais mis un interdit. Excellent. Pourquoi pas? C'est pour le protéger et écoutez, il faut mettre une limite à ça, puis c'est pas vous qui allez décider s'il le fait, hein? Mais néanmoins de dire non, de la même façon que la personne proche, quand elle s'éclose de suicider, hey, fais-moi pas ça. Même avec irritation, mais je sais que vous n'êtes pas irrité parce que vous avez du métier, là, vu que c'est vous qui les voyez. Mais le point, c'est de mettre la limite pour montrer que malgré tout, vous tenez à la personne. Hein, et c'est pas un commentaire théologique qu'elle vous demande, là. Hein, c'est que penses-tu de mon projet? Alors, non, de fait, c'est une bonne réponse, même si elle n'est pas en règle avec l'article du catéchisme là, qui dit que le suicider, il y a beaucoup de considérations qui sont prises par le Seigneur. Hein. Alors, donc, non, c'est très bien. Puis, quand vous êtes vraiment embêté, encore une fois, il faut être terre à terre, puis il faut être des fois directif. Écoutez, tu m'inquiètes vraiment. Pourquoi on n'organiserait pas que tu sois vu par le médecin pour voir si tu peux être aidé dans ce qui se passe? On peut aller jusque-là aussi. Là. Mais l'hospitalisation, Oui. c'est difficile pour les parents. C'est les parents de Oui, pouvoir pour nous oui, demander oui. les aider pour Oui. les hospitalités. Oui. Les hospitaliser, puis fait, tu sais, Bien, ça, c'est le juge, hein, dans le sens quand le patient ne veut pas y aller, quand le malade ne veut pas y aller, c'est le juge qui a le pouvoir. Là, c'est plus facile de voir un juge que de voir un médecin spécialiste. Non, c'est vrai. D'aller voir le juge, puis si vous lui expliquez, il va émettre une demande, puis ils vont aller le chercher, puis ils vont l'amener à l'hôpital. Puis encore une fois, puis là, il faut être présent, puis vous dites aux parents, vous avez demandé ça, soyez présents aussi pour raconter ce qui se passe. Parce que des fois, ils font ça, ils se sentent mal, c'est juste le malade qu'on voit, puis là, la personne va minimiser, puis congé. Comment ça se fait que vous l'avez laissé partir? C'est sûr que c'est au médecin à décider, mais néanmoins, c'est le juge d'aller le voir quand c'est ça qu'il faut dire à la famille. Là. Puis leur dire aussi qu'ils se sentent mal. Des fois, les malades sont mécontents de ça, hein? Mais il vaut mieux le faire quand même. C'est first thing first. Hein? Oui. Est-ce que vous avez déjà raconté des personnes qui sont malades, mais qui n'acceptent pas qu'elles sont malades? Et donc pour eux, là, c'est pas que je suis malade, c'est les démons qui me font ça. Oui. C'est des forces extérieures. C'est pas moi, c'est des autres forces qui font ça sur moi. Est-ce que ça arrive souvent ou le monde n'accepte pas que sont malades, c'est quelque chose d'autre? Plus souvent qu'autrement. Okay, oui. Puis s'ils ne prennent pas les pilules maintenant, parce qu'écoutez, le médecin a moins d'autorité qu'avant, hein? Comme toute personne en autorité dans notre société. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dit, bon, ben, c'est le juge qui va décider. Alors, on garde le malade, on fait une demande, on demande une autorisation de traitement contre le gré parce que la personne n'a pas la capacité d'éclairer, de décider de la justesse du traitement, puis on les traite contre leur gré. Puis quand c'est indiqué, là, on aide les gens, vous n'avez pas idée, parce que c'est le dernier recours, mais c'est souvent celui qui va faire en sorte que la personne, parce que attendez pas, je ne peux pas les convaincre plus que vous, hein.
Ils vont conserver leur... Et c'est ça un délire, hein? On ne peut pas, d'une façon raisonnable, les convaincre. Bien entendu, il y en a qui vont commencer à prendre les pilules quand même ou le traitement. Mais une proportion de plus en plus grande dit non, je veux rien savoir, puis je veux m'en aller d'ici. On les garde, on s'en va devant le juge, on demande un traitement contre le gré. Ils reçoivent des piqûres d'en fesses, puis ils s'améliorent. Puis on les aide. Il faut c'est typé, je n'attends plus souvent qu'autrement. Un cas sur 4, ça va être ça. Éventuellement, ils vont se faire convaincre, mais il y a une bonne frange qui ne se font pas convaincre. Je vais à la cour très souvent. J'ai dû aller à la cour pas loin d'une centaine de fois. Je me demande ça parce que j'avais une femme qui disait dans ma famille, tout le monde est correct, on a tous la santé mentale, tout Oui. est beau. C'est pas un problème mental, c'est les démons, je te dis, on est tous corrects, je suis correct. C'est pas moi, c'est les démons. Et puis, quelques personnes, j'ai raconté comme ça, ils ne veulent rien savoir, c'est eux. C'est comme si c'est plus facile de blâmer une autre chose. Donc, c'est pas moi le problème. L'autre, c'est le problème. Donc, règle l'autre parce que moi, je suis correct. OK. À ce moment-là, vous essayez d'aller plus loin, là, un petit peu comme ce que je vous ai décrit, si c'est possible, hein, parce que des fois, les gens ne sont pas intéressés à répondre à d'autres questions, là, mais il faut essayer de déterminer, puis agir, mais c'est tellement fréquent. Puis en même temps, vous êtes mal placé parce que vous n'avez pas l'autorité pour le faire pour aller plus loin, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Moi, Oui. c'est par rapport à votre premier cas de Oui. possession. Oui. Je veux savoir, à part le fait que vous ayez analysé les critères objectifs de schizophrénie qui étaient absents dans ce Oui. cas-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont permis d'établir de votre part? Non, quand j'ai vu la personne, il n'y avait pas de maladie mentale, les phénomènes étaient atténués, elle avait été accompagnée par le prêtre de paroisse qui l'avait aidé, il y avait eu des séances qui l'avaient considérablement aidé. Le prêtre est parti au loin pendant 1 an, à peu près 1 an et demi, les phénomènes se sont reproduits à quelques reprises. Elle est revenue à l'urgence, puis là, ma collègue m'a appelé, puis de fait, il y avait un petit peu la même chose, puis ça s'est retassé. Donc, écoutez, c'était pas de mon ressort, puis il y avait eu un accompagnement en paroisse qui a fait en sorte, et cette dame-là, elle est bien, là, dans le sens qu'il y a eu les interventions pastorales nécessaires. Alors, il y a un autre point là-dedans que je me permets de dire, c'est que j'ai appelé le médecin de famille, celui qui avait envoyé à l'urgence, puis j'ai dit, écoutez, il demeurait convaincu qu'il était malade. Alors, à ce niveau-là, encore une fois, il y a très peu d'ouverture. Les gens sont tellement braqués contre la foi que souvent, c'est impossible que cela arrive. Les gens ne croient pas en Dieu, ne croient pas au diable non plus. Là. Et pour revenir à cette personne-là, avant que je la voie la première fois, à la suite de la demande de mon collègue, puis elle dit, avant de me parler, elle dit, croyez-vous en Dieu, croyez-vous en diable? Au diable, il a fallu que je réponde aux 2 questions avant de pouvoir avoir une conversation avec elle. Oui, juste un instant, oui, je vous écoute. Oui, j'ai une question un peu à 2 volets. Oui. Moi, je prends un peu de mon expérience. Vous avez évoqué le terre à terre. Moi, j'ai toujours vu en Jésus, lorsqu'il agissait dans les évangiles, quand on voit un peu, on voit Jésus était très terre à terre. Oui. Les problèmes qu'il résolvait, c'était les problèmes de manger, problèmes de relations, problèmes de maladie, ainsi de suite. Alors, bon, quand des gens viennent, même si ils ont des problèmes comme... j'essaie toujours de les ramener à l'expérience complète. Ta vie relationnelle, tu vas voir que d'une certaine manière, c'est des problèmes avec les collègues, au niveau de la famille, des problèmes peut-être financiers, mais qui finissent par se développer et à créer peut-être des maladies mentales. Alors, la question que je veux poser, est-ce que vous pensez que la médication est une solution vraiment définitive?
je ne vais pas contre, mais tout simplement, j'essaie de réfléchir en tant que néophyte. Ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas médecin. Mais quand je vois un peu tous les traitements que l'on donne, ils ont certainement une influence sur une partie de notre volonté, soit peut-être quelqu'un vous avez évoqué des délires, alors c'est des médicaments qui vont toucher quelque part à un domaine pour essayer de soit cacher un problème intérieur. Alors moi je pense peut-être qu'avec ça, qu'au-delà de la médicamentation, il y a autre chose qui a à faire pour aller toucher parfois. Bien sûr, oui, je comprends. Autrement dit, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres choses que les pilules? Oui. Ça dépend de la maladie aussi. Je reviens à ce dont j'ai parlé ce soir, la schizophrénie. C'est pas seulement, on ne donne pas seulement des médicaments. Il y a une équipe, il y a des gens qui vont voir, qui vont s'occuper des malades, leur faire un accompagnement pour les aider à mieux se réhabiliter, à mieux vivre en société. Cela dit, avec ce syndrome dont j'ai parlé, cette maladie dont j'ai parlé, s'il n'y a pas de prise de médicaments, tout ce qu'on fait alentour, ça va donner 0. Par ailleurs, si ce sont des problèmes dépressifs, ça dépend de la gravité. Puis là, à ce niveau-là, il y a une zone qui est beaucoup plus grise, en ce sens que pour la dépression, si le syndrome, la maladie est très grave, les pilules, oui. Mais si c'est moyennement grave ou si c'est dû à des circonstances difficiles, un accompagnement peut être suffisant. Hein? Et parfois, puis la meilleure chose si la maladie est sérieuse, encore une fois, je parle de dépression, si c'est sérieux, s'il n'y a que des pilules, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut de l'accompagnement, il faut de l'aide, il faut un soutien, autant que le traitement pharmacologique. Mais quand il y a schizophrénie, parce qu'il y en a des malades qui vont dire, écoutez, je ne veux pas le traitement, je veux venir vous voir, je veux qu'on se parle. Je peux le faire, mais je ne le ferai pas une couple de fois parce que je sais que ça mène à rien, parce qu'à ce niveau-là, c'est la première étape est nécessaire. Sans ça, c'est comme celui qui prend de la drogue et dit, écoutez, je veux vous parler de mes problèmes et je veux continuer d'en prendre. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, donc, ça dépend de la pathologie. Hein? Puis, dans la plupart des gens qui ont des difficultés d'ordre psychologique importantes, ce n'est pas ce dont j'ai parlé ce soir. Hein? Ce soir, j'ai parlé de gens qui souffrent de schizophrénie, une maladie fréquente, mais chez tous les gens, les malades qui souffrent de problèmes d'ordre psychiatrique, la grosse majorité, ce n'est pas ça. Et donc, il y a des facteurs environnementaux qui sont encore plus importants et pour lesquels on doit traiter, pour lesquels l'accompagnement est nécessaire. L'aide est nécessaire. Alors, c'est ça. Donc, et où là, la médication n'est pas nécessairement n'est pas nécessaire. Et pas nécessaire de façon absolue. Mais pour les grands malades psychotiques, sans la médication, on n'avance vraiment pas. Oui, oui. Je vais revenir à vous. Oui, je vous écoute. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs cas dans lesquels moi, j'ai des gens qui sont venus me voir, des gens qui t'approchent aussi. Là. Mais c'est parce que quand tu rentres en relation avec eux, pour essayer de les aider, il doit y avoir une façon de garder quand même une certaine distance. Parce que ce que tu as dit au début, à un moment donné, j'ai déjà voulu aller dans la réalité, puis la personne, là, je l'ai senti qu'elle était pour exploser. Moi, là, j'ai arrêté carrément, là, puis j'ai changé complètement de sujet, parce que ça en aurait été dangereux, parce qu'ils deviennent forts en joie vert. Oh oui, puis ça en est surprenant. Tu sais, il y a une place. L'autre, ben, c'est que je l'ai écouté, puis pas juste une fois, très souvent. Puis à un moment donné, tu ne veux pas nourrir non plus la bébête qu'il a, qui fait qu'à un moment donné, il rentre comme dans cet espace où, tu sais, bon, Dieu lui parle, ou, tu sais, il y a vraiment... Puis il va en prendre de la médication, là. Mais en même temps, comment tu arrives là, pour arriver, partir, puis garder cette distance qui est... Parce qu'il faut compatir, mais en même temps, moi, ce que j'ai découvert, c'est que la plupart de ces gens-là,
c'est comme s'ils rentraient comme quasiment en symbiose avec toi. Là. Là, tu fais partie de leur univers. Là. Oui. Puis si tu... ça en est critique, je dirais ça. OK? Parce qu'il y a une zone là-dedans. Puis l'autre cas, c'est pas un cas de schizophrénie, c'est une personne qui est atteinte de troubles de l'humeur, non, bipolaire plutôt. Puis là, ben, moi, je l'ai accompagné, mais à un moment donné, tu tournes toujours en rond, comme dans un cycle de 2 semaines, c'est toujours à recommencer. Assez que si moi, j'arrêtais pas, là, c'est moi là, qui... Non, mais à un moment donné, tu es incapable d'aider ces gens-là. Puis la médication, elle peut jouer, elle, dans son cas, de cette personne-là, mais c'est drôlement pas évident. Bien sûr. Écoutez, de fait, moi, je vous parle un petit peu c'est plus facile pour moi de parler de toute la démarche. Et bien entendu, personne ne doit jouer les héros. Hein. Si vous sentez mal, là, puis il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a une crainte, vous arrêtez et de fait, c'est time out, puis pas seulement pour 2 minutes. Là. Vous arrêtez tout parce que une question de, bien entendu, de sécurité. Hein. Moi, j'ai un piton dans mon bureau. Là. Si ça ne va pas, là, je pèse sur le piton, comprenez-vous? Vous n'avez pas de piton. Hein? Alors, donc, à ce niveau-là, il faut vraiment être pragmatique, hein? Hein? Puis directif aussi. Puis si vous avez trop peur, puis vous sortez. Hein? Vous sortez vous-même. Vous n'attendez pas s'il tient à rester là, vous sortez vous-même. Ça m'est arrivé aussi, hein? Dans le sens qu'il ne faut pas, encore une fois, là, vous n'arriverez pas à rien quand il faut aussi être en possession de vos moyens pour aider. Hein? Alors, de fait, il faut, d'une certaine façon, encore y aller avec ses tripes. Hein? Votre gut feeling doit vous guider dans tout. Moi, encore une fois, ce que je vous ai parlé, je ne vous dis pas de faire une évaluation exhaustive à chaque personne. Ben non. C'est plus une espèce de guide pour aller le vérifier quand vous pourrez le faire dans des circonstances qui sont correctes. Puis encore une fois, bien entendu, tout est une question de degré. Hein? Si vous voyez qu'après 10 fois, vous êtes au même endroit, bien, vous n'aidez pas beaucoup. Hein? Vous êtes plutôt prisonnier. Hein? Vous êtes utilisé dans le mauvais sens du terme. Hein? On est tous utilisés d'une certaine façon, mais il faut que ça porte, il faut que vous sentiez là, que vous aidez la personne. Parce que même, je dirais, d'accepter tout ça jusqu'à un certain point, si vous le faites et que ça mène à rien, vous n'aidez même pas. Hein? Vous nuisez à vous-même, comme vous l'avez dit. Père Fropeau, oui. Oui, la difficulté, moi j'ai rencontré, je pense à un cas précis, c'est qu'en fait, ce n'était pas l'alternative ou maladie mentale, schizophrénie ou emprise maléfique, c'est que très probablement il y avait une superposition des causes. Hein. C'est je crois un cas précis d'une personne qui était venue me voir. Bon, manifestement, il y avait des idées délirantes, hein, donc vraiment une pathologie qui était quand même assez évidente. On s'en rendait compte quand même assez rapidement. Et en même temps, elle exprimait un certain nombre de troubles qui me faisaient penser, non pas dans son discours, mais dans les troubles qu'elle vivait, notamment corporellement ou relationnellement, a quand même une emprise maléfique, d'autant plus que dans sa vie, elle a été capable de dire qu'il y avait effectivement des causes possibles d'emprise maléfique. Alors, moi j'ai eu beaucoup de difficultés, le cas n'est pas résolu, hein, parce que cette emprise maléfique, très probablement, venait d'un traitement par hypnose qu'elle avait subi, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de l'hypnose au passage, de la part d'un thérapeute pas clair du tout, qui probablement avait des visées sentimentales ou autres sur elle, hein, et qui l'ont complètement perturbée. Alors, certainement perturbée psychologiquement, mais également qui ont provoqué cette emprise maléfique. Alors, avec prudence, j'ai prié 4 ou 5 fois pour elle, mais là, le problème s'est aggravé parce qu'elle est arrivée à un état d'épuisement, manifestement physique et psychique tel qu'elle devenait complètement enfermée dans son délire, dans ses pensées obsessionnelles, etc., etc. Et finalement, j'ai dit, écoutez, moi, je
je ne peux pas continuer, je vois dans laquelle vous êtes, je vous demande de vous faire hospitaliser dans un service de psychiatrie pour qu'au moins vous puissiez sortir de cet état d'épuisement et puis qu'on puisse reprendre calmement le problème. Elle avait un traitement psychiatrique. Alors, c'est là aussi, vous voyez, c'est difficile quand on peut penser quand même raisonnablement qu'il y a une superposition d'une pathologie psychique et en même temps d'une emprise maléfique. Oui. Écoutez, c'est des cas qui sont très compliqués. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas appliquer, même si une thérapeutique peut se faire chez des personnes qui souffrent de pathologies délirantes de type schizophrénique, l'intensité émotionnelle impliquée dans un traitement, premièrement, peut être délétère, en ce sens que la résistance au stress d'un traitement nous empêche de bien appliquer. Quelqu'un qui souffre d'une telle maladie, hypnose ou pas hypnose, l'hypnose est mauvaise pour cela. Comprenez-vous? À ce niveau-là, je n'ai pas beaucoup d'expérience par l'hypnose, mais ce qui compte encore plus là-dedans, c'est est-ce que le thérapeute est aidant ou pas. Comprenez-vous? Ça dépend de la personnalité et du bien fondé, de la bienveillance, je dirais, du thérapeute. Me paraît toujours plus importante que la technique utilisée. Bon, alors à ce niveau-là, si c'était clair pour vous, il faut tenter autant que faire se peut de l'éloigner du malade. Et donc, la parade de l'hospitalisation était la bonne. Mais à ce niveau-là, schizophrénie est, dans ce que je connais, prise de drogue, encore une fois, pour aller en désintoxication quand il y a une maladie qui est vraiment très sévère. Il faut y aller avec beaucoup de discernement parce qu'encore une fois, c'est très exigeant, c'est un stress très intense. Alors donc, ça prend beaucoup de doigté et donc il faut faire une espèce de hiérarchie des problèmes à régler, comme vous avez fait. Mais par rapport à l'hypnose, j'aimerais vous répondre d'une façon plus précise, mais je ne peux pas parce que j'ai pas assez d'expérience là-dedans. Je connais des thérapeutes très peu, mais qui en font, qui sont très sérieux, qui peuvent aider dans certains problèmes, mais pas avec des patients souffrant de schizophrénie. C'est pas indiqué. C'est mauvais de faire, même si le thérapeute est bon. Oui. Dans l'équipe dont vous avez parlé de thérapeutique, oui. Dans les hôpitaux ici au Québec, oui. Est-ce qu'il y a encore le service des soins spirituels qu'on appelait le service de pastoral? Et puis est-ce que ça peut aider là, ça peut toujours aider, mais ces services-là sont dans les services hospitaliers en général, dans toutes les unités. Unité psychiatrique, unité médicale, unité chirurgicale. Donc, il y a un service de pastoral où je travaille, où c'est excellent, où il y a vraiment une acceptation, puis on favorise. Il y a une équipe de plusieurs personnes. Oui, mais ce n'est pas dans nos services externes par ailleurs. C'est plus les gens qui sont hospitalisés, donc qui ont des symptômes beaucoup plus importants. Est-ce qu'il y en a qui interviennent dans les situations dont vous avez parlé là? Est-ce qu'il y en a des gens qui interviennent des soins spirituels? Oui, bien sûr, oui. Mais pas pour les cas d'obsession ou de possession démoniaque. Je n'ai pas entendu parler de ça. D'autres questions? Oui. Je connais un religieux qui a été diagnostiqué bipolaire. Oui. Ce soir, quand vous parliez d'un délire spirituel, exemple, il a dit à son supérieur, il faut absolument que j'aille à Rome pour vous rencontrer le pape. J'ai un message très important à lui communiquer. Et sinon, là, ça va être catastrophique. Est-ce qu'un bipolaire peut avoir... Bien sûr. Même chose? Oui, bien sûr. On peut faire un délire spirituel? Oui, oui. C'est pas ça. Oui, parce que... Sans être schizophrène? Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, le bipolaire, lorsqu'il est en manie, peut avoir une humeur tellement expansive, tellement où tout est rien à son épreuve, ça peut aller jusqu'au délire. Parce que le délire, même les hallucinations, ne sont pas que cantonnées aux personnes souffrant de schizophrénie. Pour revenir à à Émile Kraepelin, qui a fait la distinction entre la schizophrénie et les autres maladies, c'est probablement des bipolaires qui étaient hospitalisés,
qui était malade pendant une bonne période, puis à un moment donné, ben, il retournait à un état normal. Donc, et à l'époque, ben, il restait à l'hôpital. Pourquoi? À l'asile, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de thérapeutique. Mais de fait, quelqu'un avec une maladie bipolaire peut se sentir investi d'une mission aussi grande que d'aller voir le pape et de lui dire ce qu'il doit faire. Tout à fait. Oui. Oui. Hein? Oui. Bien sûr, ça se soigne très bien. Avec du lithium et aussi d'autres thérapeutiques, mais c'est une maladie qui se soigne très bien. Les gens qui acceptent les traitements, en général, vont très bien. S'il y a une maladie mentale qui est traitée adéquatement, c'est bien celle-là. Quand c'est bien fait, c'est... Son mari était bipolaire, puis là, il se s'est investi d'une mission de tout vendre les billets des Chevaliers de Colombe. Je pense qu'il y en a 300 de vendus, puis il veut en vendre des... Tu sais, je vais quand même être content. Là, il est tout en... Oui. Écoutez, le monsieur qui était le Verbe incarné souffrait d'une maladie bipolaire, était en manie. Celui dont je vous ai parlé n'était pas schizophrène. Donc, c'est possible aussi d'avoir des idées délirantes. Mais, à la différence des autres, ben, en général, quand ça va vraiment, quand c'est aussi sérieux que ça, ils sont hospitalisés, ils sont amenés à l'hôpital, on les garde, on les traite, ça s'améliore. Et puis, monsieur actuellement est tout à fait bien. Oui. Est-ce que ça veut dire que le type qui est bipolaire, s'il est bien traité, Oui. il peut exercer une profession? Tout à fait. Tout à fait. Schizophrène? C'est possible aussi. C'est rare, mais c'est possible. Écoutez, j'ai un monsieur, j'ai vu un homme qui supervisait des gens, des représentants pharmaceutiques. Hey, c'est une grosse job, ça. Qui était marié, qui avait 2 enfants, qui a fait un épisode schizophrénique. Il a été traité, il a suivi le traitement, il a repris le travail. Il y a une petite... Écoutez, l'évolution est souvent, je dirais, très mauvaise chez le quart, le tiers des malades. Chez à peu près la moitié, une détérioration progressive. Il y a un 10 à 15% qui vont quand même assez bien, puis qui répondent très bien au traitement, puis certaines personnes qui sont capables de travailler. Écoutez, j'ai vu un type que j'ai vu, qui me disait qu'il était il était Moïse, Jésus et Saint Paul en même temps. Et il avait terminé un doctorat en biochimie. Il travaillait. Alors, ça vous donne une idée que tout est possible. Hein? Tout est possible. Hein? Oui, bien sûr. Et ça va dans tous les sens, hein, dans le sens que la personne la plus brillante et quelqu'un de retardé peut souffrir de schizophrénie. Il n'y a pas de... Ce sont des données indépendantes. Écoutez, on va arrêter là-dessus. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vous souhaite la paix du Seigneur et le discernement qui, quant à moi, est l'ingrédient le plus important dans ce qu'on fait pour cela.